Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Avant de commencer, je voulais remercier les personnes qui ont fait l'effort de s'abonner. Ça le mérite de m'encourager et de continuer à faire des vidéos. Vous avez l'habitude sur YouTube, si jamais vous appréciez une vidéo, pensez à mettre un petit pouce en fin de vidéo et pourquoi pas activer la cloche si vous souhaitez recevoir les nouvelles notifications. Le thème que l'on va aborder aujourd'hui, ça va être les cendres de bois. Comme d'habitude, on va prendre le temps d'expliquer comment est constitué les cendres de bois et surtout pourquoi en mettre ou pourquoi ne pas en mettre au potager. Allez, on est parti. C'est l'hiver. Qui n'apprécie pas le plaisir d'une bonne cheminée? Là, on va s'intéresser, mais du coup, une fois que tout ça s'est brûlé, qu'est-ce qu'on fait de ces cendres? On est parti sur le sujet des cendres de bois. Je précise bien cendres de bois, parce que si vous allez brûler autre chose, des herbes ou autres, vous n'allez pas retrouver forcément les mêmes composés. Par exemple, si vous allez brûler des graminées, vous allez retrouver de la silice, ce qui est beaucoup moins vrai dans les cendres de bois. Ce qu'il faut savoir sur les cendres de bois, c'est déjà comment elles sont faites. À l'origine, c'est quand même un résidu de combustion. Donc forcément, qui dit résidu, la combustion, s'il n'est pas totale, vous allez retrouver naturellement donc, du bois, donc du carbone et de l'oxygène. Donc ces deux molécules-là, j'en parle pas, puisque elles composent la nature, on la retrouve très bien dans l'air, dans le sol, on est nous-mêmes composés de carbone et d'oxygène. Donc c'est pas un sujet, il n'y a pas à savoir si c'est bien ou c'est pas bien, c'est comme ça, c'est dans la nature. On va s'intéresser aux 5 grosses familles qu'on va trouver du coup dans les cendres de bois. Le premier, c'est le calcium. Le calcium, en fonction des différentes analyses, vous allez pouvoir retrouver entre 10, 20, 30, voire même 40% de calcium dans le bois. Le deuxième élément, c'est le potassium ou l'oxyde de potasse. Le troisième élément qu'on va retrouver, ça va varier, soit ça va être le phosphore, ou soit ça va être un oxyde aussi qui va être celui de magnésium. Et enfin, le cinquième point que vous allez retrouver, ça va être tout ce qui va être oxyde. Oxyde de fer, de magnésium, etc. On ne rentre pas dans le détail de tout ce qui est résiduel, etc. C'est pas le moment. Si je reviens sur le calcium et le potassium et le magnésium, en fait, ces trois molécules-là, c'est les oxydes qui sont associés à ça, sont alcalines. C'est-à-dire qu'ils ont une particularité, c'est qu'ils vont pouvoir décaler le pH du sol. En moyenne, on considère qu'il faut entre 400 à 800 grammes au mètre carré de ces oxydes alcalins pour décaler d'un point le pH. Le pH, on rappelle, il va de 1 à 14. On sait que les légumineuses, les plantes en général, aiment souvent un pH légèrement acide, voire neutre. Donc entre 6, 6,5 à 7. Donc on comprend, si vous mettez trop de cendres dans votre jardin, il y a un risque de décaler le pH et arriver à un moment donné où les plantes ne vont plus pouvoir pousser. Encore une fois, ça c'est vrai si vous êtes sur un sol nu, non travaillé. On comprend aussi qu'il va y avoir une notion de proportion. Si jamais vous décidez de parsemer à la poignée au mètre carré une fois par an, une poignée ça va peser 10 à 20 grammes de cendre, forcément il va falloir entre 20 et 40 ans pour décaler votre sol d'un point de pH. On peut supposer que la nature aura régulé ça tout seul d'ici là. Par contre, si vous y allez comme des gros bourrins à mettre plus d'1 kilo, forcément au mètre carré, on va rapidement provoquer le décalage du pH. Et encore une fois, c'est pas forcément vrai. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la nature elle est bien faite et qu'on néglige très souvent les vers de terre. Les vers de terre ont une particularité, c'est que en fonction de la nature du sol, leur déjection change. Si les vers de terre sont dans un sol acide, ils vont faire des déjections basiques. Et inversement, s'ils sont dans un sol très basique, ils vont faire des déjections acides. Leur rôle, encore une fois, est de réguler et de faire en sorte d'avoir une terre toujours le plus neutre possible. Donc si vous cultivez sur sol vivant, que vous avez plein de vers de terre,
vous enlevez cette contrainte-là, puisque les vers de terre vont faire leur travail. À toute proportion égale, bien entendu. Si jamais vous en mettez des kilos et des kilos, le sol ne pourra pas réguler. C'est ce qu'on fait actuellement aussi au niveau de l'environnement. On envoie tellement de CO2 que la planète ne peut plus réguler. Le quatrième élément, c'est le phosphore. Le phosphore, il y en a partout dans la vie. Tout ce qui est vivant a besoin de phosphore. Vous allez retrouver ça chez les animaux, les poissons, les plantes, etc. et nous-mêmes. Si vous regardez un petit peu en agriculture, on parle souvent de 3 composés. On parle des composés NPK. N, c'est l'azote, P, c'est le phosphore, et K, c'est le potassium. On considère que si vous faites un apport dans un potager de un de ces 3 éléments, donc là on a vu avec la cendre, il y a là le potassium, et il y a en quatrième le phosphore. Donc la cendre, purement théoriquement, fait un apport sur 2 de ces 3 éléments, donc c'est un engrais naturel. Qui dit engrais, dit va améliorer les productions des légumineuses ou des céréales, etc. Il n'y a pas de risque à avoir de l'engrais dans son terrain. Encore une fois, le risque, il est, si on en met trop, forcément on crée un déséquilibre. Donc c'est plutôt une bonne chose d'ajouter de la cendre, en tout cas pour ces deux apports-là. Il y a un 5e élément aussi qu'on va retrouver dans la cendre. C'est pas un élément, mais c'est une famille d'éléments, c'est tout ce qui va être oxyde. Généralement, on trouve des oxydes de fer, des oxydes de manganèse ou autres, etc. La plante les remonte naturellement et nous, ça nous sert aussi très légèrement, donc c'est plutôt une bonne chose. Par contre, il y a un risque aussi, c'est qu'il faut savoir que lorsque vous allez avoir la combustion, on a vu, vous allez récupérer tous ces oxydes-là. Si votre bois était dans un terrain qui était impropre, insalubre, ou avec des métaux lourds, etc., il y a de grandes chances que ces métaux lourds se retrouvent dans votre bois. Et si ces métaux lourds-là finissent après votre potager, il y a de grandes chances qu'on retrouve ces métaux lourds chez vous. Il faut savoir que les métaux lourds, c'est très fortement déconseillé puisqu'on ne sait pas les éliminer. Donc il y a eu de nombreux décès par le passé avec des pollutions gigantesques aux métaux lourds. Donc encore une fois, regardez d'où provient votre bois et comment il a été constitué. Il y a aussi ce qu'il faut savoir par rapport au bois, c'est qu'en fonction de si on est en sève montante, en sève descendante, la constitution de la sève, elle peut varier. Donc forcément, vous n'aurez pas forcément les mêmes proportions au moment de l'abattage de votre bois. Encore une fois, ça c'est mineur, ce qui compte c'est d'avoir les ordres d'idées. Donc si je résume, les points positifs, c'est que c'est un engrais, tout simplement, qui permet de ramener et de la potasse et du phosphore. Par contre, les risques côté négatif, c'est que si on en met trop, on peut décaler son pH de son sol. Je vais parler d'un autre point aussi. Vous pouvez entendre, ah oui, c'est bien avec les cendres, on peut faire de la lessive. C'est vrai, ma femme, elle le fait aussi régulièrement, il n'y a pas de souci à ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que le procédé, généralement, on mélange, on laisse reposer, etc. Si vous en mettez une petite quantité dans votre jardin potager, ça ne va pas faire de la lessive, puisque la lessive, c'est que ça soit en milieu aqueux. Dans votre jardin, vous le mettez en milieu solide. Donc, il ne va pas y avoir de réaction avec les OH- qui vont attaquer les molécules de graisse. Non, ça ne marche qu'en milieu liquide, il ne faut pas l'oublier. Et encore une fois, si vous en mettez un tout petit peu, de l'ordre de la poignée au mètre carré, il n'y aura pas de réaction puisqu'il n'y aura rien de concentré. Donc n'ayez pas peur à ça. Il y a plein de moyens d'utiliser la cendre, etc. Je vous laisse regarder par vous-même. Je vais vous montrer moi ce que j'en fais. Comme ça, ça vous permettra à vous de décider si ça vous intéresse. Nous voilà devant un seau de cendre de bois. Vous allez pouvoir entendre ou lire qu'avant d'utiliser ces cendres au potager, il est conseillé de tamiser. Pourquoi? Si c'est le côté sécurité, oui, ça va permettre d'enlever tous les parties qui sont trop grosses, etc. Et évacuer éventuellement les clous. Moi, personnellement, je ne tamise pas, ça ne m'intéresse pas du tout. Par contre, le risque sécurité de récupérer des clous, il est toujours là, il est toujours existant. Donc ce que je fais,
j'ai acheté un aimant, ça ressemble à ça, donc il n'y a pas de marque, il n'y a pas de sponsor. Je mets dedans, je remue tout simplement. Voilà, c'est très simple. Et je vais récupérer naturellement les clous, tout simplement. Il y a une petite tige ici, si je tire dessus, hop, je tire, on voit bien que l'aimant qui est à l'intérieur s'en va. Et voilà, tout est propre. Donc je peux refaire cette pratique jusqu'à être sûr de m'assurer qu'il n'y ait pas de clous dans mes cendres. À la suite de ça, je l'étale dans mon potager avec parcimonie. Il y a une autre deuxième utilisation que je fais des cendres, on va aller le voir, c'est au poulailler. Direction le poulailler. Donc voilà, dans mon poulailler, il y a une zone où je mets les cendres ici. Et les poules vont venir naturellement se rouler dedans pour se débarrasser de tous les parasites. C'est une solution que j'utilise moi au poulailler. Si je regarde au niveau des parcelles, voilà, la cendre c'est vraiment juste petite quantité que j'ai mis vraiment en surface. J'en mets pas plus. Je vais faire un petit aparté concernant des rumeurs urbaines, je ne sais pas d'où ça sort, qui nous dit qu'il ne faut pas brûler de résineux. Alors j'invite les gens qui pensent qu'il ne faut pas brûler de résineux, allez voir le moyen de chauffe au Canada, le plus répandu, c'est du résineux. En fait, ce qu'il faut comprendre dans le résineux, c'est que lorsqu'il n'est pas complètement sec, lors de la combustion, il va y avoir tous ces résidus qui vont coller, qui ne vont pas être complètement à l'état gazeux, qui vont coller aux parois, et il y a un risque que ces résidus plus tard s'enflamment. Donc c'est comme ça qu'on a des risques de feu de cheminée. Pour éviter ça, c'est très simple, il faut évacuer au maximum cette résine. Donc ce qu'on peut faire de manière très pratique, c'est que généralement en fonction de votre région, on va laisser le bois 3, 5, voire 7 ans dehors sous la pluie. Le bois va absorber l'eau, recracher la résine et ainsi de suite. Et après, comme tout type de bois, vous allez le stocker ailleurs. Ça peut être 1 an, 2 ans, pour qu'il soit bien sec, qui permette d'avoir une bonne combustion. Si vous faites ça, il n'y a pas de problème, vous pouvez brûler du résineux, il n'y a pas de danger. Si vous êtes feignant ou que vous n'avez pas pris le temps de bien enlever la résine, en fait quand vous allez brûler, ça va goudronner. Donc si vous êtes rigoureux et que régulièrement vous ramenez le conduit de cheminée, vous enlevez ce goudron là, vous éliminez aussi le risque. Voilà pour la partie. Allez, on se quitte en images. Je vous dis à très bientôt, comme d'habitude, et à la semaine prochaine.